Salutations, salutations, on va parler du prochain DLC de Total War Warhammer 3 et je parle bien évidemment de Tide of Torment. Mais avant, un petit conseil, si vous faites des vidéos pour le plaisir du partage mais que vous souffriez subitement de procrastination, notamment de faire du montage, ne vous dites pas, tranquille, je reprends pour le prochain DLC de Warhammer 3 qui sort dans 2 mois. C'est une très mauvaise idée. Les factions présentes pour ce DLC sont nul d'autres que Slanesh, le beau, la belle, le violet, avec un T, le R étant plus pour ses ennemis, les hauts elfes, les fades, convenus, génériques, et la Norska, les pilleurs débiles de service, servant avant tout de chair à canon pour le chaos. Bref, à mes dires, vous comprenez que je puisse être heureux que Creativa Assembly vende chaque faction séparément. Parlons tout d'abord de la Norska, également connue comme étant la faction ayant reçu le moins d'amour après la Bretonnie, mais avant les rois des tombes, et encore, j'en suis pas sûr. Leur seigneur légendaire n'est nul d'autre que Seil le perfide, son lore étant un sorcier norse affié aux divinités de la ruine, qui à force de manipulation et de perfidie, comme son blaze l'indique, finit par devenir le chef de sa tribu. Chef bien évidemment, davantage craint que respecté, comme tout dirigeant norse qui se respecte. Cependant, petite particularité exceptionnellement rare chez les êtres vivants en désolation du chaos, il souffre de mutation. Il sera accompagné du héros légendaire, le grand guerrier mutant Beorg Patte d'ours. Charmant individu qui, après avoir massacré pléthore de personnes et notamment les gosses du chef de la tribu du loup, se fit bénir par le chaos en subissant un processus plus que douloureux de transformation en homme ours. Le but étant de lui accorder davantage de puissance pour qu'il puisse continuer sa carrière de pilleur massacreur assermenté. Cependant, malgré un intellect norse et un cerveau d'ours, il fit preuve d'intelligence à s'allier avec Archaon au lieu de tenter la confrontation directe. D'ailleurs, il est intéressant de constater que le commandant le plus fort que n'aient jamais eu les Norse fut un homme ayant grandi dans les terres du Sud. Appris à lire et en aucun cas un individu ayant passé son enfance à se peler les miches à moins 30 degrés, le tout en étant dans un pays aussi joyeux à vivre que ce que peut être la Tchétchénie. En nouvel héros générique pour la Norska, nous retrouvons le noble Fimir. Fimir qui, à ma grande surprise, a une petite histoire intéressante et qui ne semble pas avoir été traité sur le YouTube francophone, donc je vais le faire rapidement à ma manière. Premièrement, il semblerait être d'origine mi-homme, mi-démon et ont pour particularité physique, outre bien sûr leur sale gueule mi-homme, mi-crapaud, mi-sanglier souffrant d'une malformation, de craindre la lumière du soleil. Cependant, rien ne semble indiquer qu'elle leur est fatale. Pour pallier à ce point faible, une brume magique les entoure constamment, pouvant même trahir leur présence. Physiquement, entre 1m80 et 2m40, une peau recouverte d'écailles plus résistantes qu'une armure, que si par chance vous arrivez à entailler, des émanations mortelles pour un humain sortira de la plaie. Pile je gagne face tu perds. Ils sont également dotés d'une queue pouvant traduire de leur âge ou de leur statut social en fonction de sa forme et de sa taille. A noter que si ce système existait dans la vie réelle, les ventes de BMW subiraient une chute de plus de 100%. Niveau reproduction, les fémires femelles sont rares et stériles, leur moyen de reproduction est de ce fait le même que les gobelins dans Goblin Slayer ou les trolls dans Berserk. La société Fimir se compose en castes. Les shirls ou les serviteurs se distinguent par leur petite stature et leur petite queue lisse, ainsi que leur attrait pour les très gros ou très bruyants véhicules individuels. Les Fims ou les guerriers sont des individus de plus grande corpulence avec une excroissance au bout de la queue, faisant de leur queue une masse. C'est également dans cette catégorie que nous retrouvons les nobles fémires qui sont encore plus imposants que les guerriers et avec des excroissances en forme de pic au niveau de la queue. Les Dirach sont les sorciers fémires. Ils ont pour particularité d'avoir des cornes et de pouvoir vivre 2 fois plus longtemps que les 2 précédentes catégories de fémires, ce qui leur fait un bon 400 ans d'espérance de vie. Leur œil leur permet de voir les vents de magie avec la même aisance qu'à un humain pour voir la lumière, excepté bien évidemment les non-voyants. Les méargues ou reines sorcières sont des femelles fémires rares et révérées. Biologiquement parlant, elles ont des cheveux raides et gras, sont de taille bien plus imposante que toute autre caste de fimir et peuvent vivre jusqu'à 2000 ans. Chaque femelle fimir peut devenir une méargue. Donc il n'est pas rare qu'elle se fasse spawn kill dès la naissance car la méargue déjà présente ne veut pas prendre sa retraite. Culturellement, plus ils sont de caste élevée, plus ils sont intelligents. Niveau habit, on est sur du niveau norse, donc à moitié à poil. Chose d'autant plus drôle pour des créatures à sang-froid n'allant jamais au soleil, et vivant en Norska ou autre région où le mercure n'excède jamais 20 degrés, faisant d'eux des créatures extrêmement léthargiques. Pour ce qui est de leur histoire, c'est l'une des races les plus anciennes du vieux monde, étaient les favoris des puissances de la ruine avant l'arrivée des hommes. Ils ont détruit plusieurs cités elfes, massacré d'innombrables Skaven et asservi des milliers de tribus humaines, parfois à l'aide d'alliances notamment peau verte. Ils ont bâti des cités et auraient même une capitale sous forme d'une forteresse d'obsidienne érigée sur une île brumeuse, pouvant à tout moment disparaître sous les flots pour réapparaître ailleurs. Mais malgré cela, hors de question qu'ils aient un seigneur légendaire pour les mettre en avant. Après tout, le charisme de Seil et de Norse béni par le chaos numéro 10834, c'est suffisant. Le vrai problème d'un lore aussi vaste que Warhammer, c'est plus t'en connais, plus tu veux en voir.
surtout dans un jeu comme Total War où on a l'impression qu'il reste de la place pour au moins 30 seigneurs légendaires. Autre unité pour les Norse, les hommes ours maraudeurs. Dans le lore, c'est la troupe de Beorg. Dans le jeu, c'est une infanterie qui servira de palier entre les maraudeurs lambda et les champions. De l'équilibrage dans un jeu de plus en plus déséquilibré, on prend. Les cavaliers Kurgan qui serviront probablement d'intermédiaires entre les chiens de guerre Norse et les loups écorcheurs. La chimère, créature tricéphale faisant partie des plus terrifiants rejetons du chaos. Sa particularité dans le lore étant d'avoir de nombreuses apparences fortement variables. Le seul point de concordance d'une chimère à l'autre ayant l'air d'être cet aspect tricéphale, ainsi qu'un certain attrait pour les lieux présentant de forts vents de magie, allant même jusqu'à rejoindre les royaumes du chaos dans le cas où ceux-ci viendraient à manquer dans les royaumes mortels. Certaines légendes évoquent ces créatures comme les gardiennes de lieux dans les désolations du chaos ou le Dragvald. Pour d'autres, ce seraient des montures plus que prisées par tout seigneur ou sorcier du chaos ayant la témérité ou la folie d'apprivoiser une de ces créatures. Mais une chose est sûre, lors d'une tempête de magie, le triple rugissement des chimères répond invariablement. Et on peut alors être sûr qu'un carnage va bientôt se produire. Dans le jeu, la chimère aura des stats moyennes outre sa forte puissance des armes pour une créature unique volante. Sa particularité étant de disposer d'attaques magiques, enflammées, empoisonnées et perce-armure. Pour ce qui est de la dernière créature des Norse, nous retrouvons la Gueule d'Effroi, soit l'une des créatures d'origine naturelle les plus répugnantes du vieux monde. Car bon, le design de Creative Assembly, c'est une tête mi-serpent mi-prédator qui sort du sol pour croquer les gens et leur cracher mortellement de la boue dessus. Mais dans les écrits, nous sommes plus proches d'une créature mettant mal à l'aise tout le monde, je parle de cette saloperie de l'emperoi. Petite parenthèse, comment ça se fait que l'église ait diabolisé le serpent dans un monde où il y a la lamproie qui existe? Avec leur bouche circulaire, leur rangée de dents malades et leur vrille scintillante, les gueules de l'effroi peuvent saisir et dévorer un homme en armure complète en quelques secondes. Que ça bouffe mon cheval, ok, classique, c'est Warhammer. Mais que ça le fasse avec une bouche digne du Kraken dans Pirates des Caraïbes 2, c'est la certitude d'un traumatisme à vie. Le pire étant que sa technique de chasse est la même que celle d'un Bobby Worm. Pour ceux qui avaient la chance de ne pas connaître cette magnifique créature, il paraît que si vous mettez un like à cette vidéo, vous ne penserez pas à eux pendant vos prochaines vacances à la mer. Et j'ai bien dit eux. Après, le pire n'étant pas pour les petites créatures se faisant avaler et broyer en moins de 5 secondes, mais les plus grosses ayant l'opportunité de se faire ouvrir le cuir, puis de se faire dévorer l'intérieur tout en agonisant durant d'éternelles minutes. Dans le jeu, aucun risque de cauchemar ou de dévorer des unités larges, mais brillera dans la destruction d'artillerie et la perturbation de ligne. Slanesh, Deshala l'a répudié. Avant d'être une redoutable guerrière au service du dieu des désirs, Deshala était la fille du prince elfe Altarolis, proche de Aenarion le roi phénix. La princesse, étant connue pour sa forte beauté, attira le désir du démon Samael, qui pour l'avoir eut la brillante idée d'harceler la famille de celle-ci jusqu'à que son père consente à livrer sa fille au démon. Chose qu'il fit au bout d'un moment parce que ce n'est pas parce qu'on a les capacités de changer les choses, car on a des relations, de l'influence, du pouvoir et la loi de son côté qu'il faut le faire. Il suffit de voir la police nationale ou l'aide à l'enfance. Après cette trahison, Deshala fut empli de rage. Samael, qui le vit, lui proposa une union consentante en échange de pouvoirs suffisants pour se venger. Car bon, c'est peut-être un démon mais pas un monstre. Dotée de nouvelles caractéristiques physiques plus que remarquables, elle alla exécuter sa vengeance en éradiquant son ancienne famille. Ce qui attira le regard de Slanesh qui organisa un tête-à-tête. Deshala tomba in love et partit direction des désolations du chaos dans le but de commettre des massacres en l'honneur de son dieu. Après cela, Samael alla voir Slanesh pour lui dire que c'était pas cool son acte, ce à quoi ce dernier répondit: "N'oublie pas que toi aussi t'es ma pute." Mais dans sa grande bonté, il lui proposa un accord. Si elle revient vers toi, tu peux lui faire ce que tu veux. Par contre, elle a le droit de ne pas revenir, mais elle monte pas les échelons. Elle ne revint jamais vers Samael, bloquée à jamais sous une forme chaotique incomplète. Deshala est la maîtresse des tourmenteurs, organisation ma foi fort sympathique, se servant de drogue afin de réduire en esclavage et à la totale soumission chimique tout individu mortel. Le tout bien évidemment pour contenter à leurs désirs de toutes sortes. Cependant, la drogue étant fatale sur la durée, il est important de se réapprovisionner constamment en esclaves. En seigneur gratuit de ces DLC, nous retrouvons le masque qui a une histoire brève mais tragique. Le masque était l'une, voire la démonette préférée de Slanesh, exécutant nombreuses danses envoûtantes pour son seigneur. Cependant, un jour ou une nuit, on ne sait pas cet élément, après que Slanesh se fit rouster la gueule par ses frères Nurgle et Korn, celui-ci alla bouder sur son trône. Le masque, voulant réconforter son maître, exécuta la plus belle danse qui puisse. Mais Slanesh, visiblement les couilles de travers ou les ovaires, ou peut-être même les deux, prit cette tentative de réconfort comme de la moquerie et jeta une malédiction sur le masque qui fut condamné à danser pour l'éternité. J'aime beaucoup le chara-design de ce personnage. Dans le jeu, elle aura la particularité de buff fortement les démonettes.
À partir de là, le conseil primordial pour réussir vos combats consiste à sélectionner vos unités et à faire clic gauche sur l'armée ennemie. Après, user de stratégies de contournement peut être utile pour limiter les pertes, mais en aucun cas pour gagner. Stirkar, c'est l'histoire du fils d'un chef de tribu Norse doté dès la naissance d'un très grand charisme naturel et moins teubé que ses congénères. Il faisait preuve de grand talent dans tout ce qu'il entreprenait, le tout en appréciant les plaisirs de la vie. Et en vous disant ça, je me rends compte que les Norse, c'est des évolis. S'ils aiment beaucoup la violence et qu'ils sont quand même pour un Norse, en prenant de l'XP, ils vont devenir des corneux. S'il est un minima intelligent et curieux et aime la magie, bam, évolution de Sench. Lui ou son peuple souffre de maladie ou d'une famine ou autre manque d'un besoin vital, ça devient un orgueilleux. Et s'il est beau, talentueux, charismatique, un slanécheux. Du coup, le petit Stirkar excellait en tout dans sa vie. Un jour, son père, blessé dans son ego, provoqua son gosse à duel. Perdit la bagarre, donc mourut, bien évidemment. De là, avant même que le corps de son père refroidisse, Stirkar entama une orgie de 2 jours. Alors déjà que 10 minutes c'est surhumain, 2 jours c'est inhumain si vous voulez mon avis. Après cet exploit, l'orgie, pas le meurtre, la tribu éleva un hôtel en l'honneur de Slaanesh. À partir de là, victoire, conquête, orgie. La troupe de plus en plus nombreuse pour les festivités. Déblocage d'un coursier démoniaque au niveau 16 avec un pic de carrière devenir serviteur d'Archaon. Après des négociations en tête à tête dans une pièce close. Bien évidemment, il y a des rumeurs qui circulent mais cela ne nous regarde pas. Dans le jeu, probablement un très beau héros de CAC qui sera parfait pour accompagner les nouvelles unités de voleuses d'Estase. Et en parlant de cette unité, c'est simplement des démonettes exaltées montées sur une créature mi-phallus, mi-womanizer avec des nichons asymétriques, ce qui en fait déjà des créatures bien mieux foutues que les bêtes de Slaanesh. Et Creative Assembly l'a compris car elles ont même des meilleurs stats que ces dernières. Les Slangors, des hommes bêtes dévoués à Slaanesh, leur utilité est simple, être moins cher que des démonettes car moins efficaces pour tuer et ne pas se désagréger. Les Devos de Slaanesh version classique et arbalète. Autant dire rares seront les armées en PvE avec la version classique. En aucun cas car ils sont mauvais mais juste le reste du roster est beaucoup trop fort. La version arbalète quant à elle a l'avantage de pouvoir pallier légèrement au manque d'anti-large compétents de cette faction. Les champions de Slaanesh, unité avec de très bonnes stats comme le reste du roster qui a l'avantage de bien aller visuellement avec des chalas. Le Preyton, l'information primordiale à savoir sur cette créature est qu'il n'est pas rare que les chevaliers bretoniens les confondent avec des cerfs. Après tout, si ça a des boîtes de cerf, c'est forcément un cerf. Un poisson a des écailles, les dragons également. Qu'est-ce que donc un dragon pour un bretonien, à part juste un poisson volant? S'informer sur le lore bretonien, c'est se rendre compte que c'est un peuple de teubés. Je sais pas de quelle culture réelle s'inspirent les bretoniens, mais ça doit être une culture de cons. Donc très probablement les anglais. Pour le reste, cette créature souffre du haine viscérale ainsi que d'un côté sadomaso. Alors même qu'il semblerait être la création de chamans hommes-bêtes à l'aide de cadavres de grands cerfs, leur présence dans les armées de Slaanesh n'est pas déconnant au vu de ses caractéristiques. La faction se dote également de 2 nouveaux seigneurs génériques, mais je ne sais pas quoi dire sur eux. Les hauts elfes. Aslin, héros de Matlan pour les elfes, pouvant également être appelé Aslin, un personnage secondaire dans l'histoire de Lokir Cœur de Pierre. De base, c'est un elfe sympathique qui pourra arrêter les pillages des Norse sur l'école du Tuan, fit du pillage en Orska de manière préventive, car il n'est pas possible d'être attaqué par la mer si au préalable vous avez détruit les bateaux, les villages et les habitants de l'adversaire. La haine perdure, oui, mais un peuple qui reconstruit ses maisons et enterre ses proches, ça peut pas être prêt à la guerre. Mais après avoir affronté de faibles Norse souffrant de retards mentaux, il alla attaquer ses congénères du côté SM de la force. SM pour Sadomaso et absolument pas Space Marine, je tiens à préciser. Et pour vous dire, sa technique principale consiste à prendre son ennemi par surprise en dissimulant sa flotte de navires sous un brouillard magique. De bien se positionner, puis de lâcher la sauce à coups de flèches et de carottes balistes avant d'achever les quelques survivants. Sauf que ce putain d'Aroga a oublié qu'un bateau et surtout une flotte, ça crée des remous, même sans moteur. Lokir, certainement très arrogant, mais un peu plus habitué à réfléchir et sûrement à anticiper de potentielles attaques d'Aldo, remarqua la présence d'une flotte ennemie et prit l'initiative de la danse. S'ensuivit un combat maritime digne de 300 à la naissance d'un empire, qui verra en conclusion la mort d'Eslin ainsi que la destruction de sa flotte et la mise en esclavage de ses hommes. Cependant, Eslin échoua 6 mois plus tard sur une plage d'Ultuan et fut acclamé comme le héros de Matlan, et le tout après avoir perdu comme un gros caca arrogant. Caradrian, futur héros légendaire. Dans sa jeunesse, Caradrian était beau, riche, puissant et arrogant, le type même de l'aristocrate haut elfe blasé, indifférent et narcissique, fier et vaniteux. Il était de tous les complots, se faisait l'écho de toutes les rumeurs. Il était tellement mesquin et égoïste que même les membres de sa famille l'auraient rejeté depuis longtemps si leur caractère traditionnaliste ne les avait pas retenus. Beaucoup de mots pour dire un elfe. Sa vie bascula lors d'un pèlerinage au temple d'Assurian, le grand dieu elfique.
Après cela, il abandonna ses possessions terrestres, puis fit le serment des gardes Phénix et ne prononça plus aucun mot. Soit peu ou prou le chemin de vie de la moitié des petits cadres en grande ville qui, vers leurs 40 ans, vont vouloir revenir aux fondamentaux de la vie, car tu comprends, la vie, c'est pas ce que je vis. À la différence que Caradrian rejoint un corps d'élite militaire et ne se contente pas de faire un potager ou de singer des traditions qui n'ont jamais existé. Mieux, il est même devenu le capitaine des gardes Phénix et encore de plus beaucoup mieux, gagna le respect d'Astri, le plus vieux Phénix des spires de feu. Rien que le fait d'avoir mis son ego de côté et fermé sa gueule, ça en fait de lui un elfe un peu respectable. En future unité, nous retrouvons les marins en early game, personne ne les jouera. Les côtes volantes de l'Auterne. J'adore cette unité, c'est du pur Warhammer. Des gardes maritimes montés sur chars, eux-mêmes montés sur des aigles géants. La physique ne marche pas, le taggle c'est magique ne marche pas, mais ça marche parce que Warhammer. Outre cette version classique, il y aura une version avec une baliste, c'est la même mais avec plus de poids pour les pauvres aigles et qui tire des flèches plus grosses. Sans même connaître son équilibrage, je sais que cette unité sera pas mal jouée. Les Océanides, ils ont pas vraiment de l'or mais semblent être nécessaires pour coller au thème odeur de marée basse de ce DLC. En même version mais plus gros, nous avons l'élémentaire des mers. Ces deux unités ont l'avantage d'être assez belles avec une bonne défense de mêlée, du perce armure et de la résistance physique au détriment de l'armure. Ce qui peut permettre de renforcer les lignes aux elfes contre les armées ne disposant pas d'attaque magique. La Wyrm des mers, créature des plus anciennes du vieux monde, ce monstre serait d'après les maîtres du savoir de lointains cousins des dragons ailés. Ces créatures sont connues pour pouvoir dévorer des navires, chasser les kraken qui sont comme dans de nombreuses représentations des calamars géants, être dotés d'un corps serpenté leur permettant de se déplacer sur terre comme en mer avec cependant un net avantage dans le milieu marin. Premier point que j'aimerais aborder, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ok, il est dit que les mages de l'Auterne peuvent les dompter. Par contre, à la fin de ma campagne Noctilus, j'ai gagné cette créature, donc maintenant qu'elle est là, j'aimerais bien pouvoir la jouer avec mes codes vampires. Pour le reste, c'est gros, c'est moche à en avoir du charisme, ça a de bonnes stats. S'imbriquera-t-elle bien dans des armées aux elfes? Je sais pas, mais je suis content de voir ce visage d'ange dans Total War. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle partie de ce DLC vous allez prendre. Merci de liker et partager si vous avez aimé, et n'oubliez pas de kiffer votre vie. Bise.